pour na séjour na bino na Kinshasa yangoyo. Tozali na appartement pour na bino meublé na ndenge ya mikili. Komi tungisa te pour na accessibilité. Sécurité pe ba déplacement na yo ezali assuré. Adresse ezali moko avenue Dodoma numéro 1 Vendée na croisement des Huileries na commune ya Lingwala. Benga biso na numéro oyo ezali affiché. Et donc maintenant, sans plus attendre, je repasse le micro à Kinshasa, mais je vois qu'il y a aussi des nouvelles figures, en particulier Télé 50, sur une chaîne importante dans notre pays, mais sur laquelle nous n'avons pas encore eu le privilège de paraître. Mais avant d'aller plus au-delà, plus en avant avec notre presse, notre entretien de ce jour, je m'en voudrais de ne pas évoquer le drame qui s'est passé dans notre pays il y a à peine 3 jours. Dans la nuit du lundi, du dimanche au lundi, 129 compatriotes ont été abattus. Il s'agit de compatriotes qui étaient emprisonnés à la prison centrale de Makala. Et le vice-ministre de la Justice avait signalé seulement 2 morts. Mais le ministre de l'Intérieur a précisé qu'il y a eu 129 morts par balle et par étouffement, a-t-il dit, pour d'autres, et plusieurs blessés. Et ça, c'est un drame, puisque l'article 16 de notre Constitution proclame que la vie est sacrée, la vie de toute personne humaine, quelle que soit la situation ou le crime qu'il a commis. Personne ne peut être exécuté sommairement. La tentative d'évasion d'une prison est une infraction qui n'est pas punissable par la peine de mort. Et donc, exécuter froidement des compatriotes qui ont tenté de s'évader ne peut être justifié en aucune manière. Nous savons tous que ce n'est pas la première fois qu'il y a eu d'évasion massive dans notre pays. En 2016 ou 2000, si je ne m'abuse, on se souvient que M. Mwando Semi s'était évadé de la prison et que la prison centrale s'était pratiquement vidée à cette époque. Il n'y a pas eu autant de massacres et il n'y a aucune excuse pour les massacres, le carnage qui a eu lieu dans la nuit du dimanche au lundi 2 septembre dans notre pays. Je voudrais vous demander que nous nous levions, que nous gardions solennellement 1 minute de silence pour honorer la mémoire de ces compatriotes qui ont été exécutés sommairement. Je vous remercie. Nous voulons maintenant rappeler brièvement la mission de RAREC. Vous savez, en tant que nous avons été fondés le 7 mars
2015 avec pour mission de conscientiser notre peuple sur le fait que nous sommes nous-mêmes comptables et redevables de la régression de notre pays. À la date du 30 juin 1960, lorsque notre pays est devenu indépendant, la position que nous occupions en Afrique était celle du la première colonie la plus avancée de l'Afrique noire. Aujourd'hui, 64 ans, tristement, nous occupons la 4e place du pays le plus pauvre du monde. Il ne s'agit pas d'une contre-performance. Il s'agit d'une descente vertigineuse aux enfers. Et ceux qui nous gouvernent ne cessent de nous faire croire que cette régression est due au fait que nous sommes encore toujours colonisés. Et alors, si nous sommes encore toujours décolonisés, c'est-à-dire tout simplement que ceux qui nous dirigent sont les valets des colonisateurs, et nous ne pouvons pas continuer à accepter une chose et son contraire. Nous ne pouvons pas, en tant que peuple intelligent, croire que nous sommes sous-colonisés ou néo-colonisés, alors que partout ailleurs dans le monde, ceux qui nous dirigent se présentent comme des dirigeants d'un État souverain. Il y a une contradiction fondamentale. Et il est étonnant que les intellectuels congolais que nous sommes continuons de répéter jour après jour que la situation de notre pays est séquelée à cause des Occidentaux. Et donc, au cours de cette conférence de presse, nous allons répondre à vos questions en tant que journaliste sur cette problématique. Nous constatons aussi, et le point le plus central aujourd'hui que j'ai voulu évoquer, celui de l'impunité. L'impunité est généralisée dans notre pays. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République lui-même qui ne cesse de le dire. C'est le ministre de la Justice actuel qui a dit non, ce pays, dans notre pays, la justice ne fonctionne pas du tout. Et donc moi, lui, le ministre, a pris sur lui d'assumer sa responsabilité de manière exemplaire. Le ministre Mutamba a pris un communiqué qui, en date du 5 août, invitant toute personne qui a des griefs à faire contre la justice de notre pays. Lorsque le ministre a pris cette décision d'ouvrir les vannes, c'est-à-dire de pousser les citoyens à aller au-delà de leur peur, parce que ce n'est pas une chose facile de dénoncer les comportements des magistrats. Alors, lorsque le ministre a pris cette décision, nous nous sommes dit que la mission de la REC de éduquer, de conscientiser, voici un moment opportun de contribuer
à l'exercice de cette mission. Je suis membre effectif de l'association de professeurs de l'université du Kinshasa. Le 13 août 2021, notre association avait élu un nouveau comité exécutif. Cette décision de l'APECID n'a pas plu au recteur, au comité de gestion de l'université de Kinshasa. Le recteur s'est arrogé le pouvoir de s'ingérer dans la gouvernance de l'APECID. L'APECID étant une personne morale de droit privé, elle n'est soumise à aucun contrôle ni à aucune subordination juridique de quelque nature que ce soit vis-à-vis de l'université. Le simple fait que le siège social de l'APECID est situé sur le campus de l'université de Kinshasa, en ma qualité d'avocat, de agir en tant que de droit pour ramener les autorités de l'université de Kinshasa à leur place. Nous avons entrepris d'abord, comme il se doit, une démarche administrative en écrivant au recteur, en écrivant au comité au conseil d'administration de l'université, en écrivant au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire pour signaler cette anomalie. Rien n'a été fait de la part des dites autorités. Agissons en tant qu'avocats. Nous avons sommé par voie d'huissier judiciaire l'université de cesser son ingérence dans la gouvernance de l'APECID. Rien à faire. Le recteur a persisté. Et donc, en tant qu'avocat, respectueux de la loi, et l'APECID, notre client respectueuse de la loi, dit mais on ne peut pas s'arrêter comme ça dans un état de droit. En dernier ressort, c'est le juge qui doit intervenir. C'est ainsi que le 22 décembre, en désespoir de cause, nous avons introduit une requête en annulation de la décision illégale du recteur de l'université de Kinshasa. Compte tenu de l'urgence de la situation, nous avons introduit en plus de cela une requête en référé en la date du 30 décembre 2022. Jusqu'à ce jour, aucune décision n'a été prise par le Conseil d'État sur la requête en référé. Il a fallu une menace de prise à partie pour que finalement le Conseil d'État prenne une décision et rend un arrêt d'irrecevabilité de la requête. Alors qu'une irrecevabilité est une chose qui pouvait être, une décision qui pouvait être annoncée très rapidement. Il nous a fallu attendre. Et donc, au niveau du Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, il y a eu une violation totale de la règle en ce qui concerne les délais dans lesquels la justice doit être rendue. Il y a d'ailleurs un proverbe que tous les avocats et tous les praticiens du droit connaissent, qu'une décision retardée est équivalente à un déni de justice.
Le 28 janvier, nous avons introduit, parce qu'il s'agit d'une affaire civile, puisque le comité qui a été instrumentalisé par le recteur de l'université, un nouveau comité a surgi de nulle part, et avec l'assistance du recteur de l'université, ce comité s'est emparé du siège sur le plan civil, puisque le nouveau, le comité, un comité surgit de nulle part, instrumentalisé par le recteur de l'université de Kinshasa, a pris possession par des voies de fait promues par le recteur de l'université. C'est comme ça que nous sommes allés devant le juge civil le 28 janvier 2022 pour demander d'agir en urgence. Nous avons introduit une demande d'assignation à bref délai pour des mesures conservatoires qui visaient à maintenir les choses en état jusqu'au moment où le juge aurait rendu sa décision. Rien à faire. Même là-bas, la justice a été manipulée et jusqu'à ce jour, depuis le 28 janvier 2022, jusqu'aujourd'hui, nous sommes en septembre 2024, aucune décision n'a été prise. Voilà pourquoi nous sommes allés au nom de la Poutine, et puisque le droit donne à toute personne intéressée le pouvoir de saisir le juge pour élever des comportements répréhensibles des juges dans sa mission de dire le droit. Voilà, nous avons saisi l'opportunité présentée par le ministre de la Justice pour lui soumettre une dénonciation détaillée, justifiée, avec tous les documents à l'appui, comme il l'a sollicité. Notre lettre de dénonciation a été déposée et dûment réceptionnée par le ministre, par le cabinet du ministre hier. Les copies ont été transmises au président de la République pour information, et des dénonciations complémentaires ont été faites auprès du président du Conseil supérieur de la magistrature, qui est l'organe légal habilité à sanctionner les magistrats. Et puisque la commission des infractions par les juges se fait aussi souvent avec des connivences ou avec la complicité active des avocats, nous avons également communiqué cette dénonciation au bâtonnier national de l'ordre des avocats de notre pays, ainsi que au bâtonnier du barreau de Kinshasa-Gombe et du barreau de Kinshasa-Matete, parce que les confrères qui ont représenté la partie adverse relèvent de ces deux barreaux, et d'autres confrères relèvent de barreaux de l'intérieur, comme le barreau du Congo central, etc. Donc voilà, mes chers membres de la presse, c'est que je tenais à partager comme information au début de cet entretien. Je vous remercie. J'ai couvert l'affaire Apoukine depuis son origine le 13 août 2013. Et là, nous venons de vous suivre déclarer sans embâche que c'est à travers les avocats que les magistrats sont corrompus.
Parce que vous l'êtes aussi, vous êtes avocat bien sûr. Pourquoi l'opinion publique doit-elle croire que vous agissiez autrement que vos confrères? Le tableau de l'ordre des avocats de Kinshasa mentionne qu'il n'y a que 13 autres avocats qui sont plus vieux que moi dans la profession. Cela veut dire que la différence entre moi et mes confrères est claire. Je ne suis pas rentré dans la profession d'avocat pour gagner de l'argent. Et donc, par rapport aux autres avocats, c'est déjà un avantage. Le deuxième avantage, évidemment, c'est que dans le cas précis qui nous concerne, je suis moi-même membre de la Poutine. Et donc, j'ai un intérêt actif à défendre les intérêts de l'association à laquelle j'appartiens. Et donc, voilà les éléments qui doivent permettre à l'opinion publique de comprendre que j'agis dans cette affaire avec beaucoup plus d'indépendance que tout autre avocat, dois-je dire, puisque ceux qui ont dit que les avocats dans notre pays agissent en complicité avec les magistrats, ce sont les magistrats eux-mêmes. Ils n'hésitent pas, ceux d'entre eux qui sont courageux reconnaissent que oui, il y a des magistrats corrompus, mais ces magistrats corrompus le sont à travers les avocats qui servent de conduit de cet argent qui rend les magistrats de notre pays si corrompus. Donc voilà, je pense que votre question était une question délicate, mais j'ai essayé, je crois, y avoir répondu honnêtement et de mon mieux. Merci. Le courage du ministre a irrité sérieusement les magistrats dont les syndicats ont réagi de manière virulente contre les sorties médiatiques du ministre. Le premier président et le procureur général de la Cour de cassation ont visiblement tenté de recadrer le ministre, comme on l'a vu à la sortie de l'entretien que le ministre leur avait accordé. Qu'en dites-vous? Encore une question difficile, mais à laquelle je vais répondre. On a essayé d'établir, on a essayé, celui-même qui le dit, de corrélation entre les tentatives d'évasion à la prison centrale, l'effraction qui a été commise dans ces bureaux, et le poison qu'on aurait laissé là. Tout ça amène à nous poser des questions. Moi, je suis juriste, et donc l'esprit d'un juriste fonctionne et dit, mais comment est-ce que pour neutraliser le ministre, on sait parfaitement qu'il n'est pas à Kinshasa, et on va aller par effraction dans son bureau, et on ne trouve pas mieux à faire que d'y mettre le poison. Ça devrait nous faire réfléchir. Qui peut faire ça si dans un endroit aussi sécurisé et tout, qui devrait être sécurisé, comme le ministère de la Justice? On peut y entrer comme ça et faire ce qu'on nous dit qu'il a été fait. Ça doit pousser toute personne à se poser la question. Est-ce que ça rappelle un peu ce qui s'est passé avec la tentative de coup d'État, où on va faire un coup d'État au Palais de la Nation? Alors, il y a des comportements qui paraissent surprenants dans notre pays, pour ne pas dire bizarres. Et donc, moi, je suis plein d'admiration pour le courage du ministre, et parce que ce courage du ministre n'est pas égalé par
les répondants, les justiciables que nous sommes. Je ne sais pas, on verra combien de justiciables ont répondu à l'appel du ministre concernant la dénonciation des comportements mafieux, comme le ministre l'appelait lui-même, dans le fonctionnement de la justice. Et donc, nous devons, nous, en tant que citoyens, reconnaître le mérite là où il est, et j'applaudis, moi, personnellement, notre ministre de la Justice. C'est un jeune ministre, comme chacun le reconnaît, qui a exhibé un courage qu'aucun autre ministre de la Justice n'a exhibé jusqu'à présent dans notre pays. Je pense que j'ai répondu. Je ne sais pas si ma réponse vous a satisfait. Oui, merci beaucoup, professeur. Moi aussi, j'aimerais poser une question. Bientôt, les comités exécutifs contre lesquels vous êtes en bagarre devant les tribunaux aura achevé son mandat. Ces comités déclarent qu'il a réalisé beaucoup de choses dans l'intérêt de membres de la Poukine. Ils citent principalement ses succès en matière d'assurance maladie. Mais vous venez de perdre 3 ans dans les arcanes judiciaires sans aucun résultat palpable pour votre client, le professeur Kitombole. Continue-t-il à vous faire confiance? Quel résultat positif espérez-vous décrocher pour lui au terme de ce combat judiciaire? Bien, je voudrais d'abord clarifier cette question, parce que vous avez parlé de mon client, le professeur Kitombole. Oui, exactement. J'avais entendu que cette affaire a été introduite devant le Conseil d'État, pas contre le professeur Kitombole, parce que le professeur Kitombole, le Conseil d'État juge les actes et non pas des individus. Et donc, lorsque nous sommes allés au Conseil d'État, notre client, c'est la Poukine. Et la Poukine continue à être notre client jusqu'aujourd'hui parce que c'est une personne morale. Pendant que le procès était en cours, le procès civil et le procès administratif, le recteur de l'université de Kinshasa a porté une plainte pénale contre le professeur Kitombole. Et c'est à ce moment-là, la plainte du recteur de l'université a été portée devant le procureur général du parquet de Matete le 4 février, c'est-à-dire 3 jours après le début de l'audience à Matete. Et comme j'étais déjà l'avocat de la Poukine, le professeur Kitombole, qui est le président élu de la Poukine, m'a demandé de le représenter, lui, personnellement, dans l'affaire pénale. Donc, d'un côté, j'ai accepté de défendre le professeur Kitombole, tout en continuant la procédure et la défense des intérêts de la Poukine. Donc les deux intérêts ne sont pas les mêmes. J'ai deux clients, la Poukine et le professeur Kitombole. En ce qui concerne le professeur Kitombole, nous avons gagné le procès depuis le premier degré. Le professeur Kitombole a été acquitté. Les adversaires du professeur Kitombole ont continué à le poursuivre. Ils sont allés en appel au pénal. Et nous avons continué à défendre le professeur Kitombole jusqu'à un appel
et la décision d'acquittement a été confirmée. Et là d'ailleurs, ne devait même pas être confirmée puisque l'appel était pratiquement sans objet. Donc en ce qui concerne le professeur Kitombolé, son intérêt personnel a été satisfait et donc maintenant je continue à défendre l'Apokine et je n'ai pas besoin de recevoir des instructions venant du professeur Kitombolé pour continuer ma défense des intérêts de l'Apokine, dont je suis moi-même un membre effectif. Je pense que j'ai répondu à votre question, mais si la réponse ne vous satisfait pas, je pourrai toujours la compléter à votre guise. D'accord, professeur, merci beaucoup. C'est Madame Grace qui va vous poser maintenant la 4e question. Merci. Professeur, parlons un peu de l'actualité. Le pays continue d'aller mal. Malgré le pourparler de Luanda, aucune ici ne pointe vraiment à l'horizon en ce qui concerne la guerre de l'Est. On parle aussi de plus en plus d'un nouveau dialogue national sous l'égide de l'Église catholique comme un instrument pour rétablir la paix et la cohésion nationale dans notre pays. On dirait que c'est pour consolider cette nouvelle initiative de dialogue national que le pays de la SANCO a reçu vendredi dernier à Lubumbashi une délégation de l'opposition conduite par messieurs Seth Kikouni. Quelle lecture faites-vous de cette nouvelle donne politique? Merci. Une nouvelle donne politique, le dialogue national que les politiciens évoquent maintenant comme une voie pour nous sortir de l'état de guerre dans lequel nous vivons maintenant, parce que c'est le plus important. Je voudrais nous rappeler que le dialogue n'est pas un moyen juridique pour résoudre un quelconque problème. Pour ceux d'entre nous qui sommes mariés, nous savons parfaitement l'importance du dialogue, mais le dialogue ne contraint jamais personne à quoi que ce soit. Et dans notre pays, les politiciens semblent maintenant s'ingénier à nous faire croire que pour sortir de l'ornière dans laquelle ils ont réussi à plonger notre pays depuis le 1er juillet 1960, il faut qu'eux dialoguent. Et c'est ça qu'ils appellent le dialogue national. Une conversation entre les politiciens. Et une conversation entre les politiciens pour obtenir quoi? Ne nous y trompons pas. Les politiciens veulent converser entre eux pour se partager le pouvoir. Ça a été le cas depuis le 1er juillet 1960 et ça sera le cas si ce qu'on appelle aujourd'hui dialogue national devait de nouveau être organisé. Et depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé dans ces fameux dialogues? Ceux qui se disputent le pouvoir choisissent ceux qui croient être à mesure de les entendre pour obtenir ce que eux, les politiciens, veulent, partager le but. Le dernier dialogue en date s'est effectué le 31 ou tout juste avant le 31 décembre 2016. Quel en a été le résultat? Une prolongation du pouvoir de M. Kabila à la seule condition qu'il devait le partager
avec ceux qui ne voulaient pas qu'il reste au pouvoir. Chacun de nous se souviendra qu'en ce temps-là, on voulait comme Premier ministre le président actuel. Et que le président Kabila avait dit, niet, pas question. On est passé, comme vous le savez, par un certain Tchibalabala, et puis ensuite un certain Badibanga, et nous connaissons où ça nous a amené. En 2018, lorsque nous avons connu ce que nous avons connu, on a voulu de dialogue, et celui qui était assis sur le pouvoir a dit pas besoin de dialogue, je vais partir en tout état de cause, mais je partirai selon mes termes, mon dictat à moi. Et nous connaissons la suite. Maintenant, il y a eu ce qu'il y a eu, des élections dites démocratiques. Celui qui les a gagnées dit qu'il les a gagnées avec 73% de 40%. Parce que nous savons que plus de 57% de notre population n'avait pas participé aux élections. Donc lorsqu'on parle d'un pourcentage de la moitié, donc ce n'est pas le pourcentage du pourcentage. Et donc, qu'est-ce que le dialogue national signifie? C'est-à-dire pas un dialogue du peuple, mais un dialogue des politiciens entre eux. Et alors, tout le monde nous prend pour des demeurés. Parce que comment est-ce que les politiciens qui se parlent entre eux, on appelle ça dialogue national. Et même si c'était un dialogue national, ce n'est pas un mécanisme juridique pour régler la situation de guerre dans laquelle notre pays se trouve aujourd'hui. Et lorsqu'on a entendu M. Kikouni à la sortie de son entretien avec le président, Monseigneur Mouteba, président de la CENCO, M. Kikouni s'est déclaré être le nouveau chef de l'opposition. Et il a déclaré très clairement: nous ne reconnaissons pas le pouvoir de M. Tshisekedi, nous ne allons pas du tout nous asseoir avec lui pour reconnaître son autorité de quelque manière que ce soit. Lorsque M. Fayoulou est rentré à Kinshasa, avant de rentrer à Kinshasa, il a ameuté le monde en disant: je rentre, je veux, moi, amener la cohésion nationale. Venez m'accueillir massivement à l'aéroport et marcher avec moi jusqu'à la place Sainte-Thérèse. Et là, je vais vous dire comment je vais, moi, Fayoulou, rétablir la cohésion nationale dans notre pays. Et il a expliqué très clairement que pour lui, il n'est pas question de répondre à la main tendue de M. Tshisekedi. Alors, est-ce que nous sommes vraiment, est-ce que nous faisons le véritable bon usage de notre intelligence? Et ceux qui croient disent: oui, mais dans notre pays, c'est comme ça que les politiciens procèdent. C'est sans doute le président qui veut de ce dialogue. Il a dit dans sa conférence ou dans son interview au micro de Christian Lusakweno. Et donc maintenant les autres, les jeux sont déjà joués, tout ça, c'est comme ça que les politiciens congolais opèrent. Donc ce dialogue national aura lieu.
Alors, si nous en sommes réduits à laisser les politiciens nous manipuler, évidemment, il y aura moi j'appelle ça subterfuge. Parce que ce que nous devons réaliser maintenant, c'est que c'est nous, le peuple. L'article 5 de la Constitution stipule très clairement que la souveraineté nationale appartient au peuple. L'article 5 dit que le peuple exerce le pouvoir directement par la voie du référendum. Et donc, notre peuple doit comprendre qu'en ce moment, à cause de tout ce qui s'est passé dans notre pays depuis 1960, nous ne pouvons plus nous contenter d'être un peuple à la solde des politiciens. Voilà pourquoi je répondrai à la question, je résumerai ma réponse à la question de Madame Grasse en disant un dialogue national, c'est continuer à nous infantiliser pour penser que serait une solution, parce que nous devons savoir clairement que ceux qui se battent pour arracher le pouvoir, M. Nanga, pour ne pas le nommer, parce que celui qui a pris la tête de la rébellion du M23, ils ne seront pas invités à ce dialogue. Et donc, comment est-ce que vous pensez? C'est un dialogue entre Fayoulou, Tikuni, Tshisekedi et Kagame. Et c'est ça ce qu'on appelle, ce que nous devons accepter comme étant un dialogue national. Indépendamment de cela, dialogue national ne signifie pas, n'est pas un mécanisme juridique pour redresser un pays qui est en ruine comme le nôtre. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Madame Gisèle. Pour un dialogue national dont il souhaite qu'il soit chapeauté par la SENCO et l'ECC, les deux leaders de ces deux confessions religieuses viennent de poser des actes qui semblent aller dans ces sens. La autre question, vous êtes le fondateur de RAREC et le président du comité national pour Assemblée constituante, SENAC en sigle. Ces derniers ont lancé une pétition qui doit recueillir au moins 100 000 signatures pour exiger un référendum pour établir une assemblée constituante. D'aucuns pensent que ce n'est qu'un rêve VR que vous êtes, évidemment compte tenu de votre âge dont vous ne faites aucun mystère. Voilà. Pouvez-vous enfin expliquer à l'opinion publique pourquoi votre appel à une assemblée constituante n'est pas une proposition purement utopique, parce qu'une assemblée constituante paraît totalement antinomique avec le dialogue national dont on parle de plus en plus. Merci. Et que vous pouvez rêver de construire un château, ou vous pouvez rêver de construire tout simplement un taudis. Mais si votre rêve a consisté à construire un taudis, vous n'arriverez jamais à construire un château. Par contre, si vous rêvez de construire un château, vous pouvez finir par construire un taudis. C'est-à-dire que vous serez toujours à l'abri des intempéries. Donc, pour ceux qui pensent que l'Assemblée constituante serait un rêve utopique, je voudrais partager ceci. En 1776, ce que nous appelons aujourd'hui les États-Unis d'Amérique était une colonie. C'était 13 colonies britanniques. Totalement sous le contrôle, comme n'importe quelle colonie, de la couronne britannique. Mais nous savons tous, de par l'histoire, que
ceux qui ont peuplé les États-Unis venaient de partout. Essentiellement, en ce moment-là, quand on dit de partout, c'est-à-dire de partout en Europe. Ils étaient venus spécialement, c'était des Huguenots, les Français qui fuyaient la persécution, la guerre des religions. Ensuite, les Italiens qui ont fui la famine, et je ne vais pas continuer l'énumération. Donc, un pays comme les États-Unis est parti sur la base de la déclaration de l'indépendance des États-Unis, qui était un rêve. Et c'est de ce rêve-là que, aujourd'hui, un pays comme les États-Unis, qui est admiré pour tous ses excès, est devenu le pays le plus avancé du monde. Et ici, puisque j'ai ma famille, c'est-à-dire ma femme, mes enfants et moi-même avons eu le privilège de vivre aux États-Unis depuis plus de 43 ans maintenant. Et donc, nous sommes des témoins de ce qu'un rêve peut engendrer. Voilà pourquoi ma première réponse, c'est que l'Assemblée constituante n'est pas un rêve. La deuxième réponse, c'est que, en fait, quand on ne comprend pas le sens de ce qu'est une assemblée constituante, on a parlé dans la question précédente du dialogue national. Mais l'assemblée constituante, c'est le dialogue le plus formel. Parce que dans la proposition que nous avons faite, ce ne sera pas une assemblée de politiciens, mais ce sera une assemblée dans laquelle chaque groupe, catégorie socio-professionnelle de notre pays enverra un délégué, un seul. Et d'après notre conception, nous avons identifié, nous sommes déjà 26 provinces, 145 territoires, 33 villes, et y ajouter les catégories professionnelles qui nous représentent tous, comme les médecins, les avocats, les magistrats, les policiers, les militaires, les femmes, les représentations des femmes, et y compris les élèves de 18 ans qui ont terminé en juillet dernier. Et donc, quand nous avons fait la sommation de toutes ces personnes, ça sera 549 pays venus de partout. 549 délégués, excusez-moi. 549 délégués venus de partout, y compris de 20 pays dans lesquels il y a une grande concentration de nos compatriotes. À commencer par les 9 pays qui avoisinent le nôtre, et auxquels on ajoute les 5 pays que la CENI avait retenus pour la dernière élection, et auxquels nous ajoutons l'Italie, l'Allemagne, et quel autre pays, et 2 autres pays africains, notamment le Kenya et le Cameroun. Donc vous voyez que cette construction de l'esprit n'est pas une construction utopique, mais c'est une véritable manière de promouvoir la renaissance de notre pays. Parce que l'Assemblée constituante comprendra, y compris nos compatriotes des territoires qui sont actuellement occupés. Et donc c'est nous, en tant que peuple, qui prenons conscience de nous-mêmes pour reprendre le pouvoir qui nous appartient et qui n'appartient pas aux politiciens.
Les politiciens ont confisqué le pouvoir depuis 1960 et depuis lors, ils utilisent toutes sortes de subterfuges pour nous infantiliser davantage afin que puissent continuer à faire ce qu'ils font. Donc voilà pourquoi l'Assemblée constituante n'est pas une utopie, c'est une construction de l'esprit, évidemment, et nous espérons, nous sommes convaincus que dans notre pays, nous savons faire un bon usage de notre intelligence et que nous arriverons en tant que peuple à faire ce bon usage de notre intelligence collective en comprenant que ce n'est qu'à travers l'Assemblée constituante que nous réussirons cette gageure de réunifier notre pays, de prendre le plus bel élan pour bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix et pour transformer notre pays en Eldorado africain. Voilà ce que je peux dire en réponse à la question de Mme Gisèle. Merci beaucoup, professeur. Très ravi de constater que vous avez répondu nombreux à notre invitation. Je voudrais... vous avez vu que j'ai partagé une prière. Parce que j'aurais dit que moi je suis un chrétien catholique pratiquant. Ma première, quand j'étais plus jeune, je pensais que je deviendrais prêtre, mais ne l'étant pas devenu, je n'ai pas cessé de croire que la foi catholique que mes parents m'ont transmise depuis que j'étais bébé, parce que j'ai été baptisé le jour même de ma naissance, n'est pas une vaine chose. Et donc le 22 août de cette année, j'étais en train de penser à notre pays, et la prière pour tout chrétien n'est pas simplement la récitation de la prière que Jésus nous a enseignée, ou celle que l'Église nous a enseignée, c'est-à-dire le Notre Père, le Je vous salue Marie et le Gloire au Père. Donc, dans ma réflexion et dans ma prière individuelle, j'ai imploré notre Créateur pour qu'il nous donne vraiment la force, le courage dont nous avons besoin pour nous assumer. Car Dieu ne fait pas d'autre miracle que de nous amener à utiliser à bon escient l'intelligence dont chacun de nous a été doté par notre Créateur, y compris par le fait qu'il nous a placés lui-même souverainement sur les 2 345 409 km² dont nous sommes fiers de revendiquer l'exclusivité en tant que nation. Alors, je partageais cette prière avec chacun de vous, et si vous le souhaitez, ou ceux d'entre vous qui souhaitent s'approprier cette prière et faire de cette prière la leur, je veux humblement vous demander que nous puissions tous ensemble réciter cette prière pour la paix dans l'Eldorado africain.
Est-ce que cela vous convient? Oui, professeur. Ok. Alors, prions ensemble pour que Dieu nous libère de tout esprit d'extrémisme, de racisme, de sectarisme, de tribalisme, de vengeance et de xénophobie, afin de stopper la guerre et de transformer la RDC en Eldorado africain. Ces peuples que tu as souverainement placés au cœur de l'Afrique, sans aucun mérite particulier de sa part. Ces peuples qui est meurtri par la méchanceté de l'homme, dans sa chair et dans ses os depuis la cession de son pays à l'indépendance le 30 juin 1960. Cette méchanceté est inspirée et nourrie par ses maux et ses vices. Abus du pouvoir de tout genre, avarice, corruption, culte de la personnalité, cupidité, détournement des derniers publics, égoïsme, mensonge, mesquinerie, ruse, surenchère, tromperie et vol, car tous ces maux et tous ces vices sont institutionnalisés par les hommes et les femmes qui gouvernent ton peuple, qui souffre si misérablement depuis le 1er juillet 1960. Ô Dieu d'amour et de bonté, selon ton plan merveilleux que tu as défini souverainement depuis le commencement des temps pour cette région florissante, placée par toi au cœur de l'Afrique. Libère ton peuple qui vit dans cette région de la peur qui le tétanise et qui l'empêche de s'élever, afin d'assumer lui-même son destin souverainement et avec sagesse, clairvoyance et détermination. Donne ainsi à ton peuple le courage dont il a besoin en ce jour pour s'exprimer et pour faire entendre clairement sa voix, qu'il clame que l'heure a sonné et que le moment est venu, pour arrêter la guerre et pour réconcilier tous les fils et toutes les filles de notre pays, afin de transformer la RDC en Eldorado africain. Nous t'avons ainsi prié, ô Père Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde et Dieu qui est plein de pitié pour sa création et que nous sommes. Amen. Amen. Au ministre, la dénonciation que nous avons transmise au ministre de la Justice pour que vous en fassiez ample dissémination, de même que les résumés écrits de nos échanges. Je vous remercie.